Lorsque Chip Hailstone rentre chez lui après la prison, la terre n'a pas changé. La neige est toujours aussi épaisse, le travail toujours aussi éreintant, mais il n'est plus le même homme qu'à l'époque où il est parti. Ses enfants avaient grandi, sa femme Agnès avait porté le poids de tout en son absence, et la vie l'attendait avec toutes ses difficultés familières. Rien n'était facile. Rien n'a été donné, et pourtant les Hailstone ont tenu bon. Voici l'histoire de Chip Hailstone dans Life Below Zero. Alors qui est Chip Hailstone? Il n'est pas né en Alaska, mais il semble que l'État l'attendait depuis longtemps. Edward V. Hailstone est venu au monde en 1969 à Kalispell, dans le Montana, une ville tranquille, au ciel ouvert et à la beauté sauvage. La vie y était simple. Les voisins se connaissaient et un garçon pouvait s'évanouir dans la nature pendant des heures sans être inquiété. Dès l'enfance, Chip a appris à pêcher et à chasser non pas comme des passe-temps, mais comme des leçons de respect de la terre. Sa famille lui a appris que chaque animal avait une raison d'être, que rien n'était gaspillé et que la survie était toujours synonyme de travail. Ces enseignements sont devenus le fil conducteur de toute sa vie. À l'adolescence, Chip s'impatiente. Le Montana lui paraissait trop petit, trop apprivoisé. Il aspirait à quelque chose de plus sauvage. En 1988, à l'âge de 19 ans, il a fait ses valises et s'est dirigé vers le nord. Au départ, l'Alaska ne devait être qu'une aventure, un test. Mais l'Alaska a une façon d'attirer les gens. Sa toundra sans fin, ses cieux qui semblent ne jamais s'arrêter, son froid brutal et impitoyable, tout cela l'a transformé. Ce qui devait être un voyage est devenu une vocation. Il s'est installé à Norvik, un petit village inupiat, situé à près de 30 km à l'est de Kotzebue. La vie s'y déroule au rythme des saisons comme elle l'a fait pendant des siècles. La chasse et la pêche ne sont pas des passe-temps, mais des moyens de survie. Chaque membre de la communauté comprend la valeur du travail en commun. Pour Chip, c'était exactement la vie qu'il recherchait, une vie où la survie se gagnait chaque jour. C'est à Norvik qu'il rencontre Agnès. Agnès était une Inupiate née et élevée dans le village, porteuse de traditions et de connaissances transmises de génération en génération. Elle savait lire le vent et le temps, avec aisance traquer les animaux dans la neige et enseigner à ses enfants ce que signifiait appartenir véritablement à la terre. Chip et Agnès se sont mariés et ont construit leur vie et leur famille ensemble. Ils ont élevé 5 filles, Tinmiak, Eriktak, Mary Caroline et Kutan. Chacun d'entre eux a grandi en apprenant les mêmes leçons que leurs parents, prendre soin de la terre, prendre soin les uns des autres et ne rien gaspiller. La vie à Norvik était rude. Les hivers s'étirent à l'infini avec des températures qui descendent bien en dessous de zéro pendant des mois. La nourriture ne s'achetait pas. Il fallait la chasser, la pêcher ou la piéger, souvent dans des conditions qui pouvaient devenir mortelles en un instant. Entre les tempêtes, les animaux sauvages et le risque constant de se blesser, le danger faisait partie de la vie quotidienne. Pourtant, les Hailstone ont prospéré non pas parce que c'était facile, mais parce que cette vie leur donnait une liberté et un but que rien d'autre ne pouvait leur donner. Ces années ont transformé Chip. Il n'était plus Edward du Montana. Il était devenu un homme de l'Arctique, quelqu'un qui pouvait endurer là où la plupart des gens ne passeraient pas un seul hiver. En 2013, lors de la première diffusion de Life Below Zero sur National Geographic, le monde a fait la connaissance de Chip, Agnès et de leur famille. Contrairement à d'autres émissions dites de télé-réalité, il ne s'agissait pas d'un défi de survie mis en scène. Il n'y avait pas de filet de sécurité ni de producteurs en attente. Il s'agissait de la vraie vie qui se déroulait dans des conditions parmi les plus difficiles au monde. Dès le début, les Hailstone se sont distingués. Ils ne se contentaient pas de survivre en Alaska. Ils vivaient pleinement et transmettaient leurs connaissances à la génération suivante. On voyait souvent Chip avec ses filles, leur montrant comment manier un fusil en toute sécurité, comment traquer les animaux dans la toundra et comment dépecer la viande pour que rien ne soit gaspillé. C'était un enseignant autant qu'un chasseur. Agnès, avec sa force tranquille et son profond attachement à son héritage, Inupia, l'équilibrait parfaitement. Elle a rappelé aux téléspectateurs que ce mode de vie
n'était pas seulement un choix individuel. Il s'agit de la continuation d'une culture qui a survécu dans l'Arctique pendant des milliers d'années. Chaque épisode de Life Below Zero est une fenêtre sur un monde que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Il n'y avait pas d'épicerie à portée de main, pas d'hôpitaux au coin de la rue, et pas de moyens rapides d'obtenir de l'aide en cas de problème. La nourriture devait être chassée piégée ou pêchée. Si une pièce d'équipement tombait en panne, il fallait la réparer avec ce qui était disponible, car l'attente des pièces pouvait durer des semaines. Les téléspectateurs ont vu Chip installer des lignes pour pêcher le corégone sous une glace épaisse, construire de nouveaux traîneaux pour traverser les rivières gelées et affronter des tempêtes qui auraient poussé la plupart des gens à se mettre à l'abri. La beauté de l'émission réside dans le fait qu'elle ne romance pas cette vie. Elle montrait le froid tel qu'il était, le vent mordant les doigts engourdis et les longs mois d'obscurité lorsque le soleil touchait à peine l'horizon. Cependant, dans le même temps, il a montré d'incroyables récompenses. Il y a eu des moments où les grêlons ont rapporté assez de viande pour nourrir leur famille pendant des mois, des moments où les enfants ont ri en faisant de la luge derrière une machine à neige, des moments où la terre semblait presque trop belle pour être réelle. Chip est rapidement devenu l'un des personnages préférés des fans. Il avait une façon d'expliquer ce qu'il faisait qui donnait aux gens l'impression d'apprendre avec lui. Il était sérieux quand il le fallait, mais il était également chaleureux. Il riait souvent, plaisantait avec ses filles, et aimait manifestement leur enseigner. Les téléspectateurs ont admiré la façon dont il semblait parfaitement à l'aise dans un endroit où la plupart des gens auraient eu du mal à tenir ne serait-ce que quelques jours. Il était plein de ressources calmes et réfléchies. Lorsque quelque chose n'allait pas, qu'une tempête s'abattait sur lui, qu'une machine tombait en panne, ou qu'une chasse n'aboutissait à rien, il ne paniquait pas, il s'est simplement adapté et a continué. Cependant, l'admiration s'accompagne d'une certaine inquiétude. Les personnes qui connaissaient les dangers de l'Arctique avertissaient souvent qu'il n'était jamais totalement sûr de vivre ainsi. Chaque fois que Chip s'aventurait sur une rivière gelée, chaque fois qu'il emmenait ses filles à la chasse, chaque fois qu'il devait se rendre à des kilomètres de chez eux par un froid glacial, le risque était réel. Certains téléspectateurs ont dit craindre que quelque chose de terrible ne se produise un jour devant la caméra, quelque chose que personne ne pourrait empêcher. Certains craignaient également que le fait de passer à la télévision n'attire l'attention sur la famille, que ce soit de la part d'étrangers, d'agences gouvernementales ou de toute autre personne susceptible de ne pas comprendre leur mode de vie. L'équipe qui a filmé La vie en dessous de zéro a dû faire face à sa propre part de danger. Ils ont suivi Chip et Agnès dans les tempêtes sur la glace et pendant les courts étés où des essaims de moustiques remplissaient l'air, où les caméras gelaient, où les batteries mouraient dans le froid et où parfois des tournages entiers devaient être retardés parce que le temps rendait les déplacements impossibles. Pourtant, cet engagement a donné aux téléspectateurs un aperçu rare de ce qu'était réellement la vie en Alaska. Il ne s'agissait pas d'une petite excursion en camping. Il s'agissait de vivre jour après jour, année après année, dans un endroit où la nature décidait de tout. Au fil des saisons, la famille Hailstone est devenue de plus en plus centrale dans l'identité de la série. Les téléspectateurs ne regardaient pas seulement la nature sauvage, mais aussi ce que Chip et Agnès faisaient, les leçons qu'ils enseignaient à leurs enfants et la façon dont la famille relevait chaque nouveau défi. L'émission les a suivis pendant les longs mois d'hiver et la brève période d'été où chaque famille du village devait travailler dur pour rassembler suffisamment de nourriture avant que le froid ne revienne. On voit souvent Chip se préparer à la saison de la chasse, poser des pièges, réparer des armes et fabriquer du matériel pour s'assurer que sa famille dispose de tout ce dont elle a besoin. Life Below Zero est devenu une sorte d'éducation pour son public. Les spectateurs ont appris ce qu'est la chasse de subsistance, l'importance d'utiliser toutes les parties d'un animal, comment voyager en toute sécurité sur la glace et les traditions du peuple Inupiat. Les Hailstones ont partagé non seulement leur victoire, mais aussi leur lutte. Il y avait des jours où les chasses échouaient, où la nourriture était rare et où le danger était proche. La série n'a jamais caché qu'il s'agissait d'un mode de vie difficile. Au fil du temps, Chip est devenu plus qu'un simple personnage de télévision.
Il est devenu un symbole d'autonomie. Ses fans admiraient le fait qu'il puisse affronter la nature sauvage avec patience et habileté, et beaucoup disaient respecter la façon dont il élevait ses filles pour qu'elles soient aussi capables que n'importe quel homme. Cependant, les avertissements n'ont jamais disparu, ce qui rendait les Hailstone inspirants, leur indépendance, leur proximité avec la terre et leur capacité à vivre loin des commodités modernes était aussi ce qui les mettait en danger. Après plusieurs saisons de diffusion de la série, les Hailstone étaient devenus l'une des familles les plus connues d'Alaska. Ils avaient des partisans dans le monde entier, mais aussi des détracteurs. Certains se demandent si le fait de montrer leur vie à la télévision ne les rend pas plus vulnérables. D'autres se demandaient si le fait d'être filmés en permanence ne les mettrait pas un jour en conflit avec les autorités au sujet des lois sur la chasse ou d'autres réglementations. L'émission n'a jamais caché que la vie en marge de la société n'était pas sans conséquences. Et ces conséquences commençaient lentement à rattraper Chip. Les années de prison. L'histoire de Chip Hailstone a pris une tournure très différente en 2011, un tournant que de nombreux téléspectateurs de Life Below Zero n'ont jamais vu venir. Pendant des années, les téléspectateurs ont vu Chip sur leur écran comme un homme résilient, vivant de la terre, avec sa famille à Norvig en Alaska. On le voyait comme un père dévoué, un pourvoyeur attentif, et un homme dont la vie semblait tourner autour de la chasse, de la pêche et de l'enseignement des valeurs de survie à ses enfants. Cependant, au cours de l'été 2011, sa vie est entrée en collision avec le système judiciaire d'une manière qui allait tout changer pour lui et pour sa famille. L'incident qui a conduit à son arrestation a commencé en juillet de cette année-là, lorsque Chip a signalé aux Alaska State Troopers qu'un habitant de la région avait agressé physiquement l'une de ses filles. Selon Chip, cette personne aurait levé la main sur son enfant de manière violente, et Chip était convaincu que la menace était sérieuse. Il a ensuite affirmé que lorsqu'il a tenté de demander une protection pour sa famille, il a eu l'impression que les autorités ne prenaient pas ses inquiétudes au sérieux. Ce moment a été un point de rupture pour Chip. Il avait toujours fait confiance à son instinct plus qu'aux systèmes officiels, et maintenant, il pensait que ces systèmes l'avaient laissé tomber. Les choses se sont aggravées lorsque Chip a déclaré que l'un des policiers s'était montré agressif à son égard lors d'une autre confrontation. Il pensait que le policier avait agi de manière menaçante, en lui donnant ce qu'il considérait comme un faux sentiment de danger. Chip a insisté sur le fait qu'il défendait sa famille et qu'il disait la vérité, mais ces accusations ont déclenché une série d'événements juridiques qui l'ont finalement conduit au tribunal. En décembre 2012, les procureurs ont porté plainte contre lui. Il est accusé d'avoir fait de fausses déclarations à des policiers et de parjure. En termes simples, ils ont déclaré que Chip avait menti sous serment lorsqu'il a parlé de l'incident impliquant sa fille et des actions du policier. Les autorités ont fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les affirmations de Chip et que pour cette raison, elles pensaient qu'il avait fait un faux témoignage en toute connaissance de cause. En juillet 2013, l'affaire a finalement été jugée. Les séances du tribunal ont duré de nombreux jours, et ce fut une période stressante pour Chip. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte loin des villes et des salles d'audience, et voilà qu'il était contraint de se défendre devant un juge et un jury. Des témoins ont témoigné, des preuves ont été présentées, et les deux parties ont fait valoir leurs arguments. Chip maintient qu'il a dit la vérité, que ce qu'il a dit s'est réellement passé, et qu'il voulait seulement que sa famille soit en sécurité. Cependant, malgré sa défense, le jury l'a reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de parjure, de 2 chefs d'accusation de fourniture de fausses informations aux officiers et d'un chef d'accusation de falsification de preuves. La sentence a été prononcée plus tard dans l'année et le verdict a été sévère pour lui. Le tribunal a condamné Chip Hailstone à 15 mois de prison. Il a fait appel de la décision espérant laver son nom et éviter de purger une peine. Mais en 2017, la Cour d'appel de l'Alaska a confirmé sa condamnation. Chip n'a donc eu d'autre choix que de purger sa peine.
Pour un homme qui avait construit sa vie autour de la liberté et de la possibilité d'errer dans la nature, l'idée de passer plus d'1 an derrière les barreaux était dévastatrice. Le moment venu, Chip a été placé en détention et envoyé au complexe correctionnel d'Anchorage. La transition entre la vie à Norvig et la vie dans une cellule de prison n'aurait pas pu être plus extrême, voire pire. Les grands espaces ont disparu, l'odeur de l'air frais et la présence constante de sa famille. Au lieu de cela, il y avait des portes verrouillées, des routines strictes et les murs immuables de l'établissement. Chip aurait d'abord eu du mal à s'adapter, mais il a fini par trouver un moyen de s'occuper et de rester mentalement fort. Pendant plus d'1 an, sa famille a dû se débrouiller sans lui. Agnes, sa femme, est devenue la principale chasseuse et la principale pourvoyeuse de leurs enfants pendant cette période. Le tournage de Life Below Zero s'est poursuivi et les téléspectateurs ont pu voir comment la famille s'est accommodée de l'absence de Chip. De nombreux fans ont été choqués de le voir absent des épisodes et n'ont appris que plus tard qu'il purgeait une peine. Le simple fait de voir Agnès partir seule à la chasse, apprendre à ses enfants à poser des pièges et s'occuper de la ferme était à la fois inspirant et déchirant pour ceux qui suivaient l'histoire de la famille depuis de nombreuses années. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'une épreuve de survie, mais aussi d'une épreuve de force émotionnelle. Les filles et les fils de Chip ont dû grandir beaucoup plus vite, et cette fois, ils ont assumé davantage de responsabilités en attendant le retour de leur père. Dans les interviews qu'il a accordées après sa libération, Chip a admis que la partie la plus difficile de son emprisonnement était de savoir qu'il ne pouvait pas être là pour sa famille, en particulier pendant les hivers difficiles où chaque paire de mains comptait. En août 2018, Chip a finalement été libéré de prison après avoir purgé sa peine. Le moment où il est revenu à Norvig a été très fort pour sa famille. Les caméras ont filmé son retour à la maison et les téléspectateurs ont pu voir le soulagement sur le visage de sa femme et la joie de ses enfants. Pour Chip, la liberté n'est plus la même. Il a dû faire face au système judiciaire, payer le prix, et maintenant il est déterminé à aller de l'avant. Malgré tout, cette expérience l'a marqué à jamais. Il a expliqué que son enfermement lui avait donné une nouvelle perspective sur la vie et lui avait appris à apprécier le temps, la famille et les moments de liberté les plus simples. La période au cours de laquelle il a été arrêté, jugé et emprisonné est devenue l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire de Life Below Zero. Il ne s'agissait plus seulement de chasser et de survivre dans la nature sauvage de l'Alaska. C'est devenu une histoire sur la survie à des épreuves personnelles, sur le fait de tout perdre pendant un certain temps et de revenir plus fort. Même après sa libération, Chip se restait prudent et n'a pas trop parlé de l'affaire. Il a préféré se concentrer sur ce qui l'attendait, parce que c'est plus facile ainsi se concentrer sur le rétablissement de la confiance avec sa famille et sur le retour au travail quotidien consistant à enseigner à ses enfants comment vivre de la terre. Ses fans, eux, n'ont jamais oublié ce qui s'est passé. Certains ont continué à croire que Chip avait été condamné à tort et qu'il avait simplement essayé de protéger sa famille. D'autres personnes ont estimé à un moment donné que la loi devait suivre son cours et que Chip avait dépassé les bornes en portant des accusations qui ne pouvaient être prouvées. Le débat sur son propre cas revient encore de temps en temps dans de nombreuses discussions sur la série et sur la façon dont le système judiciaire interagit avec des communautés isolées comme Norvik, la vie après la prison. Le jour où Chip Hailstone est revenu à Norvik après 15 mois d'emprisonnement a été l'un de ces jours qui semblent ordinaires, mais qui sont énormes. La neige était froide et coupante, du genre à vous couper le visage si vous restez trop longtemps dehors sans bouger. Il était encore tôt, le soleil pointait à peine à l'horizon, et le village avait l'air exactement comme il l'avait laissé, mais rien n'était pareil pour lui. En parcourant le petit chemin qui mène de la piste d'atterrissage à sa maison, il se rendit compte à quel point les grands espaces et les rivières gelées lui manquaient, mais aussi les petits rythmes quotidiens de la vie avec sa famille. L'air sentait la neige et la fumée de bois familier et ancré. Agnès était là, enveloppée dans plusieurs couches de vêtements doublés de fourrure, debout avec les enfants près d'elle.
Ses filles ont couru les premières sautillant sur la neige, piaillant les bras tendus, et pendant un instant, toutes les inquiétudes de Chip ont disparu. Le temps qu'il a passé à enfermer les salles d'audience, les juges, tout s'est fondu dans l'air froid. La réunion a été désordonnée et bruyante, dans le meilleur sens du terme. Les enfants s'accrochent à lui, tirant sur son manteau, le serrant dans leurs bras, lui posent des questions, sautent dans tous les sens. Agnès regarde la scène avec un petit sourire et un soupir de soulagement. Elle avait porté la famille à bout de bras pendant son absence, mais elle l'a laissé revenir non seulement pour l'aider, mais aussi pour récupérer une partie du foyer qu'il était le seul à pouvoir détenir. Chip s'est agenouillé tenant chacun des petits-enfants, sentant le poids de tous les mois qu'il avait manqué. 15 mois d'anniversaire de rivières gelées, de chasse, de tempêtes et de nuits tranquilles au coin du feu s'étaient écoulés sans lui. Il avait l'impression d'être un homme qui rentrait à la maison pour retrouver une vie qui avait continué sans lui, et cette réalité le frappa durement. Les premières semaines furent un mélange de rattrapage et de réapprentissage du fonctionnement de la maison. Agnès s'occupait de tout, prenait les décisions, dirigeait les chasses, réparait les traîneaux et apprenait aux enfants à vérifier les pièges. Chip la regardait tranquillement, au début, écoutant, remarquant les ajustements qu'elle avait faits, les améliorations, les petits détails auxquels il n'avait pas pensé auparavant. Lentement, il a commencé à participer, en commençant par les pièges et les filets de petites tâches pour remettre ses mains dans le rythme de la vie. Il enseigna de nouveau aux enfants, leur rappelant les anciennes méthodes et leur en montrant de nouvelles. Il l'écoutait parfois avec impatience, parfois en riant lorsqu'il était frustré, mais toujours avec attention parce qu'il l'avait vu survivre aux conditions les plus difficiles. La vie en dessous de zéro. Pendant cette période, chaque scène avait du poids, car on pouvait voir les efforts, l'épuisement, la lutte constante pour avancer et survivre, mais aussi les triomphes tranquilles qui faisaient que chaque pas en valait la peine, et les caméras capturaient tout cela. Pas parfaitement, pas proprement, mais exactement comme c'était. Désordonné, réel humain, avec les enfants transportant du bois et vérifiant les filets marchant sur la neige qui semblait plate de loin, mais qui se déplaçait sous leurs pieds. Chip et Agnès se déplaçaient derrière eux, corrigeant les erreurs, guidant silencieusement, tantôt riant, tantôt gémissant de frustration. Il était évident que l'absence de leur père les avait poussés à grandir, à observer, à apprendre comme ils ne l'auraient jamais fait autrement. Et maintenant qu'il était de retour, il y avait un rythme imparfait et irrégulier, mais vivant. Un rythme qui allie le soulagement à la concentration, la joie à l'épuisement et le lent rétablissement de la confiance et de la famille. La première chasse au caribou après le retour de Chip a été un mélange de chaos et de beauté, car cela faisait des années qu'ils n'en avaient pas fait une ensemble. Chaque pas, chaque pause, chaque empreinte gelée comptait. On pouvait le voir sur le visage des enfants, la tension, l'énergie nerveuse, la façon dont ils voulaient bien faire se prouver à Chip, à Agnès, à la terre elle-même. Les adultes les ont guidés avec soin, leur apprenant à lire les traces, à se déplacer calmement, à attendre le bon moment. En revanche, les enfants trébuchaient, chuchotaient des arguments et trébuchaient sur les traîneaux, s'adaptant lentement, apprenant lentement. Chip les observait avec fierté et soulagement, car il ne s'agissait pas seulement d'une chasse. C'était la famille qui se rappelait comment fonctionner à nouveau, comme une unité, qui apprenait la patience, le travail d'équipe et la confiance d'une manière qui allait au-delà de la survie. Les jours qui suivirent furent plus calmes, mais non moins intenses, car Chip passa des heures à réparer les traîneaux, à vérifier les pièges, à préparer les armes, et à poursuivre le travail constant qui permettait à la famille de survivre. En même temps, Agnès organisait le ménage, enseignait aux enfants, veillait à ce qu'il y ait suffisamment de nourriture et s'acquittait des innombrables tâches inhérentes à la vie dans l'Arctique. La nuit, lorsque le vent hurlait contre les murs et que l'obscurité s'installait pendant des heures, la famille se réunissait autour du feu, tantôt pour parler, tantôt pour rire, jusqu'à en avoir mal tantôt pour pleurer en silence. Dans ces moments-là, Chip avait appris plus que jamais à quel point la vie est fragile et précieuse, à quel point chaque petit moment, chaque rire silencieux,
chaque leçon transmise, valait plus que tout, et que la survie n'était pas seulement une question de travail physique, mais aussi de patience d'observation et de relations humaines. Les réseaux sociaux se sont déchaînés au retour de Chip. Les réactions ont été intenses et variées, des fans soulagés, excités, inquiets, débattant de l'équité de ce qui s'était passé. Mais il est resté silencieux, laissant la vie elle-même raconter l'histoire, laissant les actions, les réparations, les chasses et l'enseignement parler plus fort que les mots. Parce que se montrer, faire le travail, vivre pleinement chaque jour, comptait plus que les explications ou les déclarations publiques. Les enfants avaient changé, et il était impossible de les rater. Ils se déplaçaient avec plus de détermination, portant du bois, vérifiaient. La glace aidait à pêcher, observait, apprenait, et Chip ressentait à la fois de la fierté et le poids d'une lourde responsabilité, car leur enseigner était désormais plus qu'une question de survie. Il s'agissait de les préparer à un monde difficile, à une vie où les erreurs pouvaient avoir des conséquences et où chaque correction discrète, chaque démonstration patiente, chaque petite leçon sur la façon de remarquer les changements climatiques subtils, les traces dans la neige, ou la façon dont les animaux se déplacent, était cruciale. Les caméras ont tout filmé, pas de mise en scène, pas de polissage, juste du vrai, du brut de l'humain. Même avec le retour de Chip, le travail ne s'est jamais arrêté. Les hivers à Norvig étaient implacables, et des erreurs se produisaient. Les filets se déchiraient, les pièges s'effondraient, les tempêtes les obligeaient à ajuster leurs plans, et la famille a appris à faire face aux échecs autant qu'aux réussites. Les caméras ont tout suivi, filmant les rires, lorsqu'un traîneau basculait, les gémissements, lorsque quelque chose se cassait, la satisfaction tranquille, lorsqu'une tâche était accomplie correctement. Les disputes, les corrections, les frustrations et la lente reconstruction de la confiance du travail d'équipe et d'une vie qui avait été perturbée, désordonnée et imparfaite, mais qui était indéniablement la leur. En 2020, un rythme s'était instauré à la fois ordinaire et extraordinaire. Chip dirigeait les chasses et les réparations. Agnès gérait le foyer et enseignait les enfants, participait pleinement à tous les aspects de la vie, apprenant la responsabilité, la patience, le travail d'équipe et surtout la conscience, car dans cet endroit, la conscience était synonyme de survie. Lentement, tempête après tempête, nuit après nuit, échec après échec, ils ont construit une vie forte, humaine, résiliente et vivante. Cela montre que la survie n'est pas seulement une question de force physique, mais aussi de patience, d'observation, d'amour, de confiance et de détermination, et les grêlons ont incarné ces qualités dans chaque moment de désordre et de beauté. La vie à Norvig n'a jamais été simple. Les grêlons le savaient mieux que quiconque, car chaque jour exigeait d'eux quelque chose d'épuisant, de douloureux et en même temps de magnifique. Qu'il s'agisse de traîner du bois sur de la neige qui semblait plate mais qui bougeait sous les pieds, de vérifier des pièges qui pouvaient se briser au pire moment, ou de réparer des traîneaux alors que le vent traversait toutes les couches de vêtements et faisait piquer les doigts, même la plus petite tâche commençait à sembler monumentale. À travers tout cela, il y avait ce fil invisible, cette impulsion qui les reliait, les maintenait ensemble, et leur rappelait que la famille n'était pas qu'un mot, mais une force. Chip observait les enfants qui apprenaient, trébuchaient, et retrouvaient peu à peu leur rythme, car les enfants avaient grandi en son absence, apprenant à survivre, à observer et à prendre des responsabilités. Maintenant, avec le retour de Chip, il y avait des conseils et une chance de comprendre non seulement la survie, mais aussi ce que cela signifiait de se faire confiance dans un monde qui pouvait être dur et impitoyable. Que pensez-vous de l'expérience de Chip et de sa relation avec sa famille? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez le temps d'aimer, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour vous permettre d'être informé de tous nos nouveaux articles. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.